Julien de Normandie, bonjour. Bonjour. Ministre de l'Agriculture. L'agriculture dans de l'alimentation. Et de l'alimentation, oui, très important. On va en parler d'ailleurs. L'agriculture dans le plan de relance, le bien-être animal, les néonicotinoïdes, le mystère des chevaux, des poneys, des ânes mutilés ou tués. Je voulais vous recevoir. Merci d'être là. Dérogation au port du masque sur les plateaux télé ou radio, nous n'en portons pas. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on pourrait réaliser une interview masquée? En tout état de cause, je pense que le problème, il ne faut pas le prendre dans ce sens-là. La question, c'est qu'est-ce que nous disent les médecins, les pédiatres. Là, aujourd'hui, je pense à toutes celles et ceux qui reprennent le chemin d'école entre aujourd'hui et demain matin. Donc, je crois qu'il faut se fier aux spécialistes et appliquer les règles dictées par les spécialistes. Si demain, les spécialistes nous disent il faut mettre un masque, y compris lors de vos interviews, eh ben, il faudra le faire. On se regardera les yeux dans les yeux. Julien de Normandie, des chevaux, des poneys, des ânes, mutilés, tués. Il y en a eu plusieurs au mois d'août, il y en a eu depuis le début de l'année. Est-ce que l'enquête avance? Oui, l'enquête avance. L'enquête, elle est prise très au sérieux. Pourquoi? Parce que on est face à des actes d'une incroyable barbarie, il faut employer le terme, d'une incroyable cruauté. C'est des personnes qui arrivent, aucune piste aujourd'hui n'est écartée, qui viennent couper une oreille d'un poney, d'une jument, enlever un œil, arracher les parties génitales, souvent vider de son sang l'animal, et puis repartent sans comprendre l'objectif de leurs actes. Aujourd'hui, on a mobilisé avec le ministre de l'Intérieur, avec le garde des Sceaux, beaucoup de moyens d'enquête. Les services d'enquête de la gendarmerie que je salue qui font un incroyable boulot, de la police nationale. J'étais encore vendredi en Saône-et-Loire auprès des propriétaires de chevaux mutilés, auprès des services d'enquête, et je peux vous dire deux choses. Un, l'enquête est prise très au sérieux, et deux, justice. On espère qu'elle est prise au sérieux. Justice sera faite parce que précisément on met les moyens. Vous avez des pistes? Alors évidemment, je ne peux pas rentrer dans le détail. Je ne vais pas vous demander quelles pistes, mais est-ce que vous avez des pistes? Ce que je peux vous dire, c'est que l'enquête est prise au sérieux et elle avance. Elle avance? Et elle avance. Donc des arrestations auront lieu dans les jours ou les semaines qui viennent. Je ne peux pas évidemment... Mais vous avez des soupçons. Mais je ne peux pas évidemment, moi, en tant que ministre, rentrer dans l'enquête. Oui. Mais l'enquête est prise au sérieux, l'enquête avance. Les services, notamment de gendarmerie, sont pleinement mobilisés. J'en ai reparlé encore hier soir avec le ministre de l'Intérieur. Et il faut à la fois prévenir ces actes, mais surtout les retrouver, ces coupables. Est-ce que toutes les agressions sont liées les unes aux autres? C'est ce qu'on est en train de regarder. En fait, il y a deux possibilités. Oui. Soit c'est un groupe organisé qui commet ces actes. Pour quel motif? Encore une fois, on n'en exclut aucun. Aucun. Soit ce sont des groupes d'individus qui, par mimétisme, vous savez, ces fameux objectifs concours qui sont lancés, par exemple, sur les réseaux sociaux ou autres, qui, par mimétisme, feraient ces actes. Au moment où je vous parle, aucune des pistes n'est écartée. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances entre les actes. À chaque fois, ce sont les mêmes mutilations qui sont opérées. Donc, on avance. Il y a plus d'une quinzaine de départements aujourd'hui qui sont concernés. Il y a eu plus de 30 actes de cruauté qui ont été commis. Il y a une mobilisation des services sur place, des procureurs sur place, mais aussi au niveau national pour que justice soit faite et pour qu'on puisse retrouver, cesser cette terreur. Parce que moi, je pense aux éleveurs. Cette terreur, bien sûr, qui ne dorment plus. Exactement. Julien de Normandie, le 2 juillet dernier, une soixantaine d'associations de défense de la cause animale, des personnalités publiques également, lançaient un référendum d'initiative populaire sur le bien-être animal pour que les Français soient appelés à s'exprimer. Eh bien, cette demande doit être signée par 185 parlementaires et 10% du corps électoral, soit 4 700 000 Français. Est-ce que vous soutenez cette initiative? À titre personnel? Oui. Moi, je pense que c'est pas le bon véhicule. Pourquoi? Moi, je pense qu'on répond pas par oui ou par non à une telle question. Je voudrais vous m'en donnez l'occasion de m'exprimer dessus. La cause animale, le bien-être animal, on l'a vu, c'est quelque chose sur lequel on est tous concernés. Je veux dire, vous, à part d'être complètement déjanté, vous ne pouvez pas souhaiter une maltraitance animale. Et donc on est tous concernés. C'est la question, est-ce que oui ou non vous êtes pour le bien-être animal? Évidemment qu'on est pour le bien-être animal. Mais les questions sont plus précises, parce que derrière la question... Elles sont plus précises. Mais je vais vous les poser. Et en même temps, elles sont plus précises et en même temps. On sait bien que même sur ces questions-là, on ne répond pas par oui ou par non. Je voudrais juste pour... Alors allez-y, prenez un exemple. L'élevage intensif. Oui, l'élevage intensif. Le référendum dit qu'il faut arrêter l'élevage intensif. Oui. Moi, ça pose un problème, d'abord, d'accumulation des sujets. Oui. L'élevage intensif, c'est pas une question de maltraitance. C'est une question de bien-être. Ce référendum, il associe deux sujets qui sont pourtant très différents.
un sujet de maltraitance animale et un sujet de bien-être animal. La maltraitance, faut être intransigeant dessus. Le bien-être, faut accompagner. Et donc vous voyez bien. Mais est-ce que l'élevage intensif assure le bien-être de l'animal? Mais l'élevage intensif, vous savez quoi, Monsieur Bourdin? Oui. Il n'y a même pas de définition à ce stade. Oui. Un, il n'y a pas de définition. Deux, est-ce que les Français ont en tête que si le système de production du jour au lendemain change, c'est tout à fait possible, mais est-ce que tout le monde est prêt à mettre le prix, c'est-à-dire à payer plus cher demain la viande? Aujourd'hui, nos éleveurs, et donc moi je pense... C'est une question de prix. Je pense à eux, nos éleveurs... C'est le prix qui compte avant tout. Pas avant tout, mais nos éleveurs aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne vivent même plus de leur activité. Et donc il faut être cohérent, il suffit pas de donner des injonctions. Si la question c'est, il faut que tous les animaux soient élevés dans un bien-être total. Mais tout le monde travaille en ce sens. Mais en même temps, il faut accepter à la fin de payer le juste prix. Et puis troisième exemple. Oui. Demain, si vous dites on arrête l'élevage intensif, oui. Les poulets, les porcs, les vaches seront donc toutes dans des champs. Ça pose des questions d'aménagement du territoire incroyables. Vous connaissez l'histoire du coq Maurice. Le coq Maurice, c'est la caricature de la chose. Le coq Maurice, c'est des riverains qui mettent en justice des détenteurs de poules en disant « nous, on ne veut pas de ce bruit-là ». Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est quand demain vous construisez une porcherie ou un volailler, il y a plein de riverains qui vous disent « attendez, non, moi je veux ma tranquillité ». Donc vous voyez, tout ça, ça emporte des questions. Donc il faut avancer. On est d'accord, Julien de Normandie, mais dans les questions posées à l'occasion de ce référendum, il y en a d'autres. Interdiction de l'élevage en cage. Mais interdiction de l'élevage à fourrure. En cage, par exemple, très bon exemple aussi. On avance. Oui. Il y a des millions aujourd'hui de poules en cage. Des millions. On avance et on a déjà dit, par exemple, que d'ici 22, il fallait que les poules qui donnent les œufs à coquilles, ceux qu'on consomme dans la grande surface, bon, eh ben elles, on arrête les cages. Il y est de l'extérieur. Donc on avance. Il y a une dynamique. Et ce que je veux dire, c'est que ne soyons pas manichéens. La nature, c'est pas binaire. C'est pas blanc ou noir, c'est pas bien ou mal. Il n'y a pas ceux qui sont pour. Interdiction de l'élevage à fourrure. L'élevage à fourrure, typiquement, ça, c'est un sujet sur lequel il y a quelques dizaines... Vous êtes favorable ou pas? Il y a quelques dizaines de personnes. Moi, je suis prêt à les réunir pour voir comment on peut les accompagner dans une transformation d'activité. Interdiction de la chasse à courre. C'est aussi contenu dans ce référendum. Moi, à titre personnel, les chasses traditionnelles, je pense que ça fait partie de notre tradition. Il y en a qui posent la problème. Chasse à courre, vous dites non, mais pas d'interdiction. À titre personnel, je pense que ça fait partie d'un certain nombre de traditions. Mais pas, vous prenez la chasse à courre. Oui. Mais regardez les écologistes aujourd'hui qui ne font pas de l'écologie, mais qui font de la politique. Ils disent pas la chasse à courre ou autre. Ils disent la chasse. Ils disent la chasse. Faut interdire la chasse. Oui. Monsieur Jadot l'a fait. Mais la chasse à la tourterelle, par exemple. Est-ce qu'on doit interdire la chasse à la tourterelle? Ils disent la chasse. Vous savez, moi je suis ingénieur agronome. Je suis ministre de l'Agriculture, mais je sais, ingénieur agronome. C'est quoi le principal problème dans un champ de maïs aujourd'hui? C'est le sanglier. Tous nos concitoyens qui habitent aujourd'hui dans les ruralités, ils le savent très bien. Mais arrêtons ce côté dogmatique, cette dichotomie en disant c'est bien ou c'est mal. Avançons progressivement. La chasse à la glu, le président de la République l'a montré. On avance progressivement. Mais quand vous avancez progressivement, pour un an, prenez en compte... Interdite pour un an. Oui, mais avancez progressivement. Prenez en compte nos traditions, prenez en compte ceux qui en vivent et prenez en compte les réalités de notre territoire. Alors, un peu de bon sens paysan. Alors, prenons en compte les réalités du territoire. Les néonicotinoïdes, interdits depuis 2 ans. Oui. Qui a poussé à l'interdiction? Interdit depuis 4 ans précisément. Même depuis 4 ans. Depuis 2016. 2016 et 2018, il y a eu confirmation. 2016, on devait arrêter et plus de dérogation possible à partir de 2018. À partir de 2018. Qui a voulu cette interdiction? Barbara Pompili. Oui. Elle présentait la loi. Enfin, la majorité, la majorité qui est aujourd'hui ministre de l'écologie. Alors, un choix, le fait qu'il puisse y avoir des dérogations, un choix que je regrette et qui me met en colère, dit-elle. Vous comprenez sa colère? Mais je comprends, mais vous avez... Il y aura dérogation? Il y aura dérogation. En tout cas, il y aura présentation d'un projet de loi dès cette semaine. Oui. En Conseil des ministres. Jeudi en Conseil des ministres. Jeudi en Conseil des ministres. Et que dira ce projet de loi? De permettre, non pas de réintroduire les néonicotinoïdes, de permettre des dérogations à ces néonicotinoïdes quand il y a une urgence sanitaire. Pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Aujourd'hui, vous avez des champs de betteraves. Et je parle de la betterave sucrière, la betterave qui fait le sucre que vous avez dans
vos sucriers. Vous avez des champs de betteraves qui aujourd'hui sont tout jaunes. Pourquoi ? Parce que les hivers sont doux et il y a des pucerons qui se développent et qui viennent tuer la betterave. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de solution technique. C'est une réalité, c'est pas moi qui le dis, ce sont y compris mes agences de recherche agronomique qui le montrent très bien. Il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qu'on fait, Monsieur Bourdin ? Qu'est-ce qu'on fait ? On dit, on laisse tomber la filière et demain, dans nos assiettes, on aura du sucre belge et du sucre allemand. Est-ce que les producteurs bio ont les mêmes problèmes ? Les mêmes problèmes. Les mêmes ? Les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Il y a quelques solutions en se disant, il faut qu'on change, par exemple, la taille des parcelles, il faut qu'on mette des haies, mais tout ça, c'est enclenché. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Et donc aujourd'hui, on est... Donc dérogation uniquement pour la betterave ou pour d'autres cultures ? Non, l'objectif, c'est la betterave. Et oui, non, mais l'objectif est une chose. Parce qu'à la fin, il y a une loi qui... Soyons précis. Il y a une loi qui sera présentée au Parlement. Donc c'est les parlementaires qui décideront. Oui. Mais moi, je présente cette loi... Uniquement pour la betterave. Avec Barbara Pompili, avec un seul objectif, c'est la betterave sucrière. C'est inscrit dans la loi. La loi ne l'écrit pas comme ça. Ne l'écrit pas. Mais je le dis. Mais vous comprenez l'inquiétude des associations environnementales. Je peux pas être plus clair. Oui. J'ai répondu à votre question. Vous avez répondu à ma question, Julien de Normandie. Mais je vous demande uniquement la betterave, me dites non. Non, si, je vous dis, l'objectif de cette loi, c'est uniquement la betterave sucrière. L'objectif. Oui, mais... Après, vous avez un débat parlementaire. Laissons les parlementaires dessus. Mais est-ce que cette loi doit se limiter à la betterave ? Oui. Je peux pas être pour vous, oui. Pour moi, oui. Pourquoi ? Encore une fois. Et j'insiste dessus. Parce que c'est une question de souveraineté et d'indépendance. Moi, je veux pas laisser tomber la filière de la betterave et que demain, mes enfants ne mangent que du sucre belge ou allemand, qui, en plus, sont produits avec des productions et des produits qui sont bien pires que les nôtres. Premier point. Deuxième point, ça représente quand même 46 000 planteurs, agriculteurs. Troisième point, la betterave aujourd'hui, la filière. Nous sommes les leaders mondiaux. Et donc cette souveraineté, cette indépendance agroalimentaire qui pour moi doit être le fil de marque de notre action. Elle doit être mise sur le terrain avec un peu de pragmatisme. Une loi est votée. Et en fonction des circonstances, on rechange la loi. C'est un peu ça, Julien de Normandie. Vous savez, non, mais tout à l'heure, j'évoquais ce bon sens paysan. Quand vous faites de l'écologie, moi je suis profondément attaché à l'écologie. Mais une écologie, encore une fois, il suffit pas de dire. Il suffit pas de se rester dans une posture qui fait que si à la fin vous n'avez pas de solution, vous mettez tout le monde dans le mur et vous perdez votre indépendance. Quel est le sens d'une écologie si demain, tout notre sucre est du sucre belge ou allemand qui est produit de manière inférieure aux normes qui sont les nôtres ? Ça n'a pas de sens. On sait que les néonicotinoïdes de pragmatisme dans tout ça. Tuent les abeilles. Oui, mais enfin, une betterave, vous savez quoi ? On la récolte avant qu'elle fasse des fleurs. C'est pour ça également que le sujet de la betterave est à mes yeux quelque chose sur lequel on peut se retrouver. C'est une question d'indépendance et de souveraineté, mais c'est une question évidemment aussi de bon sens où on va se dire la betterave on peut, à la différence d'autres cultures, parce que la betterave ça fait pas de fleurs. Et donc, sauf si vous êtes une abeille aveugle, complètement paumée et avec aucun sens de l'orientation, vous vous retrouvez pas dans un champ de betterave. Maintenant, ça pose d'autres conséquences parce que cette substance peut rester dans le sol. Donc on travaille avec la filière pour... Et il y a des fleurs qui poussent. Et des plantes qui poussent et qui font des fleurs. Et donc on travaille avec la filière pour les cultures suivantes. Bien. Jeudi, je crois que c'est jeudi, enfin j'en suis même certain, présentation du plan de relance. Quelle sera la part de l'agriculture ? Très importante et je me suis beaucoup battu pour. Quel 100 milliards annoncés, 100 milliards d'euros pas pour l'agriculture. Je peux pas vous dommage, mais bon. Je peux pas vous dire de chiffres. Non, mais quel pourcentage ? Non, je peux pas vous dire de chiffres et vous le savez. Vous ne savez pas. Les arbitrages sont en cours de finalisation d'ici jeudi. Donc j'ai l'habitude. Vous n'avez pas encore. J'ai l'habitude de répondre très clairement à vos questions, mais là je ne peux pas. Donc vous ne savez pas combien pour l'agriculture ? J'ai une idée. Je me suis fixé un objectif. Quel est votre objectif ? Non, mais quel est votre objectif ? Je viens de Normandie. Vous répondez franchement à mes questions. Monsieur Bourdin, quel est votre objectif pour l'agriculture française ? Je ne vous donnerai pas de chiffres, mais je vais vous donner le sens de ce qu'on va faire. Très important. Aujourd'hui, on a le plan de relance. C'est quoi ? C'est de préparer non seulement la France dans la situation sanitaire du moment pour qu'elle se relève, mais c'est surtout de présenter une France plus forte sur la durée. Et aujourd'hui, dans l'agriculture, on a énormément de défis qu'on doit mettre en œuvre pour assurer une agriculture forte sur la durée. Je vous prends un exemple.
Le changement climatique. Changement climatique, aujourd'hui, cet été, une sécheresse encore incroyablement forte. Comment on adapte nos exploitations pour faire face à ces aléas climatiques? On a des solutions très concrètes. Face aux orages de grêle, par exemple, il y a des solutions techniques. Elles coûtent de l'argent. Et donc, comment on fait pour accompagner les agriculteurs? Deuxième élément, vous l'avez compris, je le disais sur la betterave, moi je suis très attaché à l'indépendance et à la souveraineté agroalimentaire. Je veux que notre pays et l'Europe soient indépendantes. Aujourd'hui, c'est pas possible d'être dépendant des importations de soja brésilien. On marche sur la tête. Non. Alors que va prévoir pour l'agriculture ce plan de relance? Là, typiquement, je vous le dis. Alors allez-y. Je ne sais pas moi. Un soutien à l'irrigation, une modernisation des abattoirs. Il y en a des sujets. Typiquement, ce plan de relance sur le changement climatique, ce sera les financements d'agroéquipements. Oui. Typiquement. Oui. Sur l'indépendance agroalimentaire. Typiquement, ce plan de relance, il financera ce qu'on appelle le plan protéines. C'est quoi le plan protéines? C'est dire, on fait en sorte que les cultures aujourd'hui de protéines comme du soja ou autres soient sur notre sol pour arrêter d'être dépendants du soja brésilien. On marche sur la tête. Donc aider à la production de soja. Aider à la production de soja et de ces cultures-là pour faire en sorte. Protéines. Troisième élément, on parlait du bien-être animal. Vous avez compris, moi, ma position. Le bien-être animal, c'est pas blanc ou noir. Mais le bien-être animal, on doit accompagner. Les abattoirs sont un formidable exemple. Les abattoirs, on est tous d'accord pour dire qu'il faut améliorer la situation dans les abattoirs. Les abattoirs aujourd'hui... Mais comment ? Les abattoirs aujourd'hui, ils gagnent quasiment 0 €, sauf s'ils appartiennent à un grand groupe. Et donc vous faites quoi? Nous, consommateurs, on va dire aux abattoirs, on veut pas le savoir, vous investissez. Et les gars dans les abattoirs, ils vous disent, mais moi j'aimerais bien, mais je gagne rien. Et donc le plan de relance est une opportunité d'investir massivement dans les abattoirs pour leur permettre, enfin, de pouvoir faire en sorte qu'il y ait des investissements. Donc vous voyez, je vous ai pris 3 exemples, mais qui résument ma pensée. Avec changement aussi... climatique, indépendance agroalimentaire et en même temps alors indépendance alimentaire. Comment imposer les produits français dans les rayons des grandes et moyennes surfaces? Comment faire? Déjà, il y a eu des efforts pendant le confinement, mais des efforts imposés finalement par le confinement. Comment poursuivre? Comment trouver en permanence des produits frais français dans les rayons des grandes surfaces? Déjà, il faut le dire aux Français. La meilleure des choses à faire pour soi, pour son alimentation, c'est de manger des produits frais français. Et j'insiste dessus, des produits frais français. Quand on les trouve, on en trouve quand même beaucoup. On les a trouvés ces derniers mois. Et on les a beaucoup trouvés pendant le confinement, vous avez 1000 fois raison de le dire. Bien et sûr. On travaille aujourd'hui avec la grande conso pour faire en sorte que ça continue. Mais donc il faut d'abord le dire d'un point de vue de nutrition, de santé, d'alimentation, mangeons des produits frais français. Deuxièmement, moi j'en peux plus, et à chaque fois que je vois qu'il y ait des détournements, vous savez, de ces étiquetages, on voit le drapeau français, exact. Et en fait il y a marqué élaboré en France, et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas une portion d'aliments français dedans. Faire typiquement, samedi dernier, il y a 2 jours, j'ai recensé avec mes services tout ce que j'ai pu constater pendant l'été, qui m'est remonté. J'ai envoyé ça au ministère de l'Industrie, qui a autorité sur la direction du contrôle et des fraudes, en disant merci de regarder tous ces points, je ne laisserai rien passer. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand vous avez un emballage où il y a un drapeau français et qu'en fait vous regardez en petit astérix et que vous voyez, mais c'est pas de la viande française, c'est de la viande qui vient. Il y aura des amendes. Il y a aujourd'hui des amendes qui peuvent être au titre de la tromperie vis-à-vis du consommateur. Deuxième point. Troisième point, faut développer les circuits courts. Faut aider nos agriculteurs. Les Français veulent. Et les Français le veulent. Privilégient les circuits courts. Et donc ça aussi. Mais attendez, la grande distribution fait des bénéfices cette année. Oui. C'est l'un des rares secteurs qui s'en est très très bien sorti ils ont continué avec le confinement. Fortement. Alors, comment faire bénéficier les producteurs? Il faut. Comment faire? Il y a eu une loi parce que beaucoup de producteurs souffrent, vous le savez, pour d'autres raisons. Je vais en parler rapidement après la sécheresse. Vous avez une loi qui s'appelle la loi Egalim, qui visait à inverser les tendances. Aujourd'hui, il y a des dynamiques qui sont créées, mais on n'est clairement pas. Clairement pas. Non. Et donc, c'est un travail de tous les jours qu'on mène avec cette grande distribution pour veiller à ce que tout ce qu'on a prévu dans cette loi soit bien appliqué. Une semaine après ma nomination, je réunissais tous ces acteurs avec le ministère de l'économie pour justement faire le point dessus. Il y a des sujets, c'est un peu technique, je m'en excuse, mais comme des seuils de revente à perte qui ont été imposés, donc on vérifie, on travaille avec eux, etc. La réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a vu qu'il y avait eu des améliorations, par exemple dans le lait. Mais très insuffisante dans plein d'autres secteurs, par exemple dans la viande. Alors que faire? Il faut être intransigeant, je le disais tout à l'heure. Il faut être très exigeant dans l'application de cette loi. Et puis pour moi, il y a un troisième sujet, c'est qu'il faut aussi expliquer aux Français que manger un poulet français
n'a rien à voir avec manger un poulet brésilien. Le problème du poulet français et du poulet brésilien, c'est qu'ils se ressemblent beaucoup, en apparence. Parfois, pas complètement. Mais enfin, il n'y a rien qui ressemble plus à un poulet qu'un poulet. Bon. Et la difficulté, c'est que ça n'a rien à voir en termes de goût, mais en termes de nutrition. Et donc moi, je dis aux Français qui nous écoutent, vous savez, quand je vous propose de manger produits frais français, ça n'est pas uniquement par chauvinisme, c'est d'un point de vue nutritionnel. Puisque vous voulez que nous mangions français, le Mercosur est abandonné, si j'ai bien compris, c'est fini. On a une position très claire dessus. Très claire. Et TAFTA ? Mais on a une position très claire dessus. Et je vais répondre parce qu'on ne va pas faire tous. Oui, on a eu aussi cet été, la Nouvelle-Zélande, oui. Moi, ce que je dis très clairement, vous savez, cet après-midi, je me rends en Allemagne pour voir tous les ministres de l'agriculture européens. Oui. On est en train de négocier la nouvelle politique agricole commune. Comptez sur moi pour que dans cette nouvelle politique agricole commune, on mette des normes environnementales fortes. Mais je dis à partir du moment où nous, en Europe, on met des normes environnementales encore plus fortes sur notre agriculture, ça veut dire qu'il faut être incroyablement exigeant vis-à-vis de tous les pays tiers, dans tous ces accords commerciaux. Même si l'on a signé un accord commercial. Vous avez des clauses de suivi, de révision. Julien de Normandie, dernière question sur les éleveurs qui souffrent parce qu'ils n'ont pas de foin cette année, avec la sécheresse. Pour les viticulteurs aussi qui souffrent, des aides ou pas ? Des aides qu'on a déjà mises en place agronomiques ou de trésorerie très importantes. Par exemple, déclarer en calamité agricole là où c'est possible, faire des dégrèvements sur les taxes foncières, c'est-à-dire. Mais en gros, il faut aider à la trésorerie de nos éleveurs. Il faut les aider. Alors qu'allez-vous faire ? Ça, on les a déjà annoncés et là aujourd'hui, on est en train de les mettre en place. Premier point. Et deuxième point, il faut justement dans le plan de relance tous ces agroéquipements, toute cette indépendance, par exemple, sur les protéines. Les protéines, ça concerne les éleveurs. C'est qu'est-ce qu'on met dans les prairies aussi. Tout cela, ce soit des aides qui bénéficient directement à nos éleveurs pour que, année après année, sécheresse après sécheresse, on trouve des solutions de long terme et pas que simplement des solutions de court terme, comme celles que je prends et que je vais continuer à prendre pour les calamités agricoles ou pour améliorer la trésorerie. Court terme, long terme. N'oublions jamais qu'en agriculture, il n'y a qu'un truc qui compte, c'est le temps. Le temps qui fait et le temps sur la durée. Il faut donner cette vision de cette indépendance agroalimentaire. Mais certains n'ont pas le temps d'attendre. Mais je n'ai pas dit ça. Le temps qui fait, c'est du temps tout de suite, c'est du très concret. Et je peux vous dire que certains n'ont pas le temps d'attendre. Notamment certains éleveurs. Et mon impatience, elle est totale aussi. Merci Julien de Normandie. Merci à vous. 8h56, vous êtes sur RMC BFM TV.